L'arrestation. Grand merci, messire abbé, je suis votre obligé. Non, de rien, je vous l'assure, je n'ai plus besoin de rien. Seulement que l'on me remette quelques bûches au feu. Mon neveu va me faire compagnie, j'ai à m'entretenir avec lui. C'est cela, messire abbé, la bonne nuit. Merci des prières que vous allez dire pour le très Saint-Père et pour mon humble personne. Oui, et toute votre pieuse communauté. L'honneur est pour moi. Oui, je vous bénis. Le bon Dieu vous est en sa sainte garde. Oh, si je lui avais permis, il nous aurait tenus jusqu'à la minuit, cet abbé-là. Il a dû naître le jour de la Saint-Bavard. Voyons, où en étions-nous? Je ne veux point vous laisser languir. Ah oui, le maréchal, l'épée haute. Et derrière le maréchal surgirent une douzaine d'archers qui rabattirent brutalement échansons et valets contre les murs. Et puis l'Allemand et Périnet le buffle, et sur leurs talons le roi Jean II lui-même, tout armé, homme en tête, et dont les yeux jetaient du feu par la ventaille levée. Il était suivi de près par Chailluel et Crespy, deux autres sergents de sa garde étroite. « Je suis piégé, » dit Charles de Navarre. La porte continuait de dégorger l'escorte royale dans laquelle il reconnaissait quelques-uns de ses pires ennemis, les frères d'Artois, Tancarville. Le roi marcha droit vers la table d'honneur. Les seigneurs normands esquissèrent un vague mouvement pour lui faire révérence. D'un geste des deux mains, il leur imposa de rester assis. Il saisit son gendre par le col fourré de son surcot, le secoua, le souleva, tout en lui criant du fond de son haume « Mauvais traître, tu n'es pas digne de t'asseoir à côté de mon fils. Par l'âme de mon père, je ne penserai jamais à boire ni à manger tant que tu vivras. » L'écuyer de Charles de Navarre, Colin Doublel, voyant son maître ainsi malmené, eut une folle impulsion et brandit un couteau à trancher pour en frapper le roi, mais son geste fut prévenu par Périnet le buffle, qui lui retourna le bras. Le roi, pour sa part, lâcha Navarre, et, perdant contenance un instant, regarda avec surprise ce simple écuyer qui avait osé lever la main sur lui. « Prenez-moi ce garçon et son maître aussi, » commanda-t-il. La suite du roi s'était portée en avant d'un seul élan, les frères d'Artois au premier rang, qui encadrèrent Navarre comme un noisetier pincé entre deux chaînes. Les hommes d'armes avaient complètement investi la salle. Les tapisseries étaient comme hérissées de piques. Les huissiers de cuisine semblaient vouloir rentrer dans les murs. Le dauphin s'était levé et disait « Sire mon père, sire mon père !» Charles de Navarre tentait de s'expliquer, de se défendre. « Monseigneur, je ne puis comprendre. Qui vous a si mal informé contre moi ? Que Dieu m'aide, mais jamais, faites-moi grâce, je n'ai pensé trahison, ni contre vous, ni contre Monseigneur votre fils. S'il est homme au monde qui m'en veuille accuser, qu'il le fasse devant vos pères, et je jure que je me purgerai de ses dires et le confondrai. » Même en si périlleuse situation, il avait la voix claire, et la parole lui coulait aisément de la bouche. Il était vraiment très petit, très fluet, au milieu de tous ces gens de guerre, mais il gardait son assurance dans le caquet. « Je suis roi, monseigneur, d'un moindre royaume que le vôtre, certes, mais je mérite d'être traité en roi. Tu es comte d'Évreux, tu es mon vassal, et tu es félon. Je suis votre bon cousin, je suis l'époux de madame votre fille, et je n'ai jamais forfait. Il est vrai que j'ai fait tuer monsieur d'Espagne, mais il était mon adversaire et m'avait offensé. J'en ai fait pénitence. Nous nous sommes donné la paix, et vous avez accordé des lettres de rémission à tous. En prison, traître, tu as assez joué de menterie. Allez, qu'on l'enferme, qu'on les enferme tous les deux, cria le roi, en montrant Navarre et son écuyer. Et celui-là aussi, ajouta-t-il en désignant de son gantelet Friquet de Friquant, qu'il venait de reconnaître, et qu'il savait avoir monté l'attentat de la Truquifile. Alors que sergents et archers entraînaient les trois hommes vers une chambre voisine, le dauphin se jeta aux genoux du roi. Si effrayé qu'il pût être de la grande fureur où il voyait son père, il était demeuré assez lucide pour en apercevoir les conséquences, au moins pour lui-même. « Ah, sire mon père, pour Dieu merci, vous me déshonorez. Que va-t-on dire de moi? J'avais prié le roi de Navarre et ses barons à dîner, et vous les traitez ainsi. On dira de moi que je les ai trahis. Je vous supplie par Dieu de vous calmer et de changer d'avis. » « Calmez-vous vous-même, Charles, vous ne savez pas ce que je sais. Ils sont mauvais traîtres et leurs méfaits se découvriront bientôt. Non, vous ne savez pas tout ce que je sais. » Là-dessus, notre Jean II, se saisissant de la masse d'armes d'un sergent, alla en frapper le comte d'Harcourt d'un coup formidable, dont tout autre, moins gras que lui, aurait eu l'épaule cassée. « Debout, traître, passez-vous aussi en prison, vous serez bien malin si vous m'échappez. » Et, comme le gros d'Harcourt, tout éberlué, ne se levait pas assez vite, il l'empoigna par sa cotte blanche qu'il déchira, faisant craquer tout son vêtement jusqu'à la chemise. Poussé par les archers, Jean d'Harcourt, dépoitraillé, passa devant son cadet, Louis, et lui dit quelque chose qu'on ne comprit point, mais qui était méchant, et auquel l'autre répondit d'un geste qui pouvait signifier ce qu'on voulait. « Je n'ai rien pu faire, je suis chambellan du roi. Tu l'as cherché, tant pis pour toi. »« Sire mon père,
insistait le duc de Normandie. « Vous faites mal de traiter ainsi ces vaillants hommes. » Mais Jean II ne l'entendait plus. Il échangeait des regards avec Nicolas Braque et Robert de Loris, qui lui désignaient silencieusement certains convives. « Et celui-là en prison, et celui-là, » ordonnait-il en bousculant le sire de Graville et en cognant du poing Maubuée de Mennemare, deux chevaliers qui avaient eux aussi trempé dans l'assassinat de Charles d'Espagne, mais qui avaient reçu depuis 2 ans leur lettre de rémission, signée de la main du roi. Comme vous le voyez, c'était de la haine bien recuite. Miton le Fol, grimpé sur un banc de pierre dans l'ébrasement d'une fenêtre, faisait des signes à son maître en lui montrant les plats posés sur une desserte. Et puis le roi, et puis agitait ses doigts devant sa bouche. « Mangez !»« Mon père, dit le dauphin, voulez-vous qu'on vous serve à manger ?» L'idée était heureuse. Elle évita d'expédier au cachot toute la Normandie. « Pardieu, oui, c'est vrai que j'ai faim. Savez-vous, Charles, que je suis parti d'au-delà de la forêt de Lyons et que je cours depuis l'aube pour châtier ces méchants. Faites-moi servir. » Et il appela de la main pour qu'on lui délaçât son aume. Il apparut les cheveux collés, la face rougie. La sueur lui coulait dans la barbe. En s'asseyant à la place de son fils, il avait déjà oublié son serment de ne manger ni boire tant que son gendre serait encore en vie. Tandis qu'on se hâtait à lui dresser un couvert, qu'on lui versait du vin, qu'on le faisait patienter avec un pâté de brochet point trop entamé, qu'on lui présentait un cygne resté intact et encore tiède, il se fit, entre les prisonniers qu'on emmenait et les valets qui dévalaient de nouveau vers les cuisines, un flottement dans la salle et les escaliers. Les seigneurs normands en profitèrent pour s'échapper, tel le sire de Clerc, qui comptait également parmi les meurtriers du bel Espagnol et qui s'en tira de justesse. Le roi, ne faisant plus mine d'arrêter personne, les archers les laissaient passer. L'escorte crevait de faim et de soif, elle aussi. Jean d'Artois, Tancarville, les sergents louchaient vers les plats. Ils attendaient un geste du roi, les autorisant à se restaurer. Comme ce geste ne venait pas, le maréchal d'Audrehem arracha la cuisse d'un chapon qui traînait sur une table et se mit à manger, debout. Louis d'Orléans eut une moue d'humeur. Son frère vraiment montrait trop peu de soucis de ce qu'il servait. Il s'assit au siège que Navarre occupait un moment avant, en disant « Je me fais devoir de vous tenir compagnie, mon frère. » Le roi, alors, avec une sorte de mansuétude indifférente, invita ses parents et barons à s'asseoir, et tous aussitôt s'attablèrent, autour des nappes maculées pour épuiser les reliefs de la ripaille. On ne se soucia pas de changer les écuelles d'argent, on attrapait ce qui se présentait au passage, le gâteau de lait avant le canard confit, l'oie grasse avant la soupe de coquillage, on mangeait des restes de friture froide, les archers se bourraient de tranches de pain ou bien filaient se faire nourrir aux cuisines, les sergents lampaient les gobelets abandonnés. Le roi, bottes écartées sous la table, restait enfermé dans une songerie brutale. Sa colère n'était pas apaisée, elle semblait même reflamber avec la mangeaille. Pourtant, il aurait dû avoir quelques motifs de contentement. Il était dans son rôle de justicier, le bon roi. Il venait enfin de remporter une victoire. Il avait une belle prouesse à faire consigner par ses clercs pour la prochaine assemblée de l'Ordre de l'Étoile. Comment Monseigneur le roi Jean défie les traîtres qu'il saisit au château du Bouvreuil. Il parut s'étonner soudain de ne plus voir les chevaliers normands et s'en inquiéta. Il se méfiait d'eux s'ils allaient lui organiser une révolte, soulever la ville, libérer les prisonniers. Il montrait là toute sa nature, cet habile homme. Dans un premier temps, poussé par une fureur longuement remâchée, il se ruait sans réfléchir à rien. Puis il négligeait de consolider ses actes. Puis il se faisait des imaginations, toujours à côté de la réalité, mais dont il était difficile de l'ôter. Maintenant il voyait Rouen en rébellion, comme Arras l'avait été un mois auparavant. Il voulut qu'on fît venir le maire, plus de maître Mustel. Mais il était là voici à peine un moment, disait Nicolas Braque. On rattrapa le maire dans la cour du château. Il comparut, blanc d'une digestion coupée, devant le roi Baffrand. Il s'entendit ordonner de fermer les portes de la ville et de crier par les rues que chacun restât chez soi. Interdiction à quiconque de circuler, bourgeois ou manant, et pour aucune raison. C'était l'état de siège, le couvre-feu en plein jour. Une armée ennemie enlevant la ville n'eût pas agi autrement. Mustel eut le courage de se montrer outragé. Les Rouennais n'avaient rien fait qui justifiât de telles mesures. « Si, vous refusez de verser les aides, en suivant les exhortements de ces méchants que je suis venu confondre, mais par Saint-Denis, ils ne vous exhorteront plus. » En voyant se retirer le maire, le dauphin dut penser avec tristesse que tous ces efforts patients poursuivis depuis plusieurs mois pour se concilier les Normands étaient réduits à néant. À présent,
il aurait tout le monde contre lui, noblesse et bourgeoisie. Qui pourrait croire en effet qu'il n'était pas complice de ce guet-apens? En vérité, son père lui donnait un bien méchant rôle. Et puis le roi demanda qu'on allât quérir Guillaume... Guillaume comment? Le nom m'échappe, pourtant je l'ai su. Enfin, son roi des Ribauds. Et chacun comprit qu'il avait résolu de procéder sans plus attendre à l'exécution immédiate des prisonniers. Ceux qui ne savent pas garder la chevalerie, il n'y a point de raison qu'on leur garde la vie, disait le roi. Certes, mon cousin Jean, approuvait Jean d'Artois, ce monument de sottise. Je vous le demande, Archambault, était-ce vraiment de la chevalerie que de se mettre en arroi de bataille pour prendre des gens désarmés et en se servant de son fils comme appât? Navarre, sans doute, avait d'assez beaux états de grodinerie, mais le roi Jean, sous ses dehors superbes, a-t-il beaucoup plus d'honneur dans l'âme? Les après. Guillaume à la Cauche, voilà, je l'ai retrouvé, le nom que je cherchais, le roi des Ribauds. Curieux office que le sien, qui résulte d'une institution de Philippe Auguste. Il avait organisé pour sa garde étroite un corps de sergents, tous des géants, qu'on appelait les Ribaldi Régis, les Ribauds du roi. Inversion de génitif ou bien jeu de mots, le chef de cette garde est devenu le Rex Ribaldorum. Nominalement, il commande aux sergents, comme Périnet le Buffle et les autres, et c'est lui, chaque soir, à l'heure du souper, qui fait le tour de l'hôtel royal, pour voir si en sont bien sortis toutes gens qui ont entré à la cour, mais ne doivent pas y coucher. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, je crois, il a charge de surveiller les mauvais lieux dans toute ville où le roi séjourne. C'est-à-dire que d'abord il réglemente et inspecte les bordeaux de Paris, qui ne sont pas en petit nombre, sans parler des folieuses qui travaillent à leur compte dans les rues qui leur sont réservées. De même, les maisons où l'on joue les jeux de hasard. Tous ces méchants endroits sont ceux où l'on a le plus de chances de dépister voleurs, tire-laines, faussaires et meurtriers à gages. Et puis, de connaître les vices des gens, parfois très haut placés, qui vous ont des mines tout à fait honorables. Si bien que le roi des Ribauds est devenu le chef d'une sorte de police fort spéciale. Il a ses espies un peu partout. Il tient et entretient toute une vermine de taverne qui le fournit en rapports et indices. Si l'on veut faire suivre un voyageur, en explorer le porte-manteau ou savoir à qui il se réunit, on s'adresse à lui. Ce n'est point un homme aimé, mais c'est un homme craint. Je vous en parle pour le jour où vous serez à la cour. Il vaut mieux n'être point mal avec lui. Il gagne gros, car sa charge est moelleuse. Surveiller les catins, inspecter les bouges, c'est de bon profit. Outre les gages en argent et avantages en nature qu'il touche dans la maison du roi, il perçoit 2 sous de redevance à la semaine sur tous les logis Bordeaux et toutes les femmes bordelières. Voilà un bel impôt, n'est-ce pas? Et dont la rentrée fait moins de difficultés que la gabelle. Également, il touche 5 sous des femmes adultères, enfin, de celles qui sont connues. Mais en même temps, c'est lui qui engage les galantes pour l'usage de la cour. On le paye pour avoir les yeux ouverts, mais on le paye souvent aussi pour les fermer. Et puis c'est lui, quand le roi est enchevauché, qui exécute ses sentences, ou celles du tribunal des maréchaux. Il règle l'ordonnance des supplices, et dans ce cas, les dépouilles des condamnés lui reviennent, tout ce qu'ils ont sur le corps au moment de leur arrestation. Comme ordinairement ce n'est point le fretin du crime qui provoque la colère royale, mais de puissantes et riches gens, les vêtements et joyaux qu'il récolte sur eux ne sont pas prises négligeables. Le jour de Rouen, c'était l'aubaine. Un roi à décoller et 5 seigneurs d'un coup. Jamais roi des Ribauds n'avait, depuis Philippe Auguste, connu fortune pareille. Une occasion sans égale de se faire apprécier du souverain. Aussi, ne ménageait-il pas sa peine. Un supplice, c'est un spectacle. Il lui avait fallu trouver, en s'adressant au maire, 6 charrettes, parce que le roi avait exigé 1 charrette par condamné. C'était ainsi. Cela ferait le cortège plus long. Elles attendaient dans la cour du château, attelées de percherons pâtus. Il lui avait fallu trouver un bourreau, parce que le bourreau de la ville n'était pas là, ou bien qu'il n'y en avait pas d'appointé dans le moment. Le roi des Ribauds avait tiré de la prison un méchant drôle appelé Bétrouve, Pierre Bétrouve. Eh bien, ce nom-là, vous voyez, je m'en souviens. Allez savoir pourquoi. Qui avait 4 homicides sur la conscience, ce qui paraissait une bonne préparation au travail qu'on allait lui confier, en échange d'une lettre de rémission délivrée par le roi. Il l'échappait belle, ce Bétrouve. S'il y avait eu un bourreau en ville, il avait fallu aussi trouver un prêtre, mais c'est denrée moins rare, et l'on ne s'était guère mis en peine pour le choisir, le premier capucin venu, dans le couvent le plus voisin. Durant ces apprêts, le roi Jean tenait petit conseil dans la salle du banquet, un peu nettoyée. Décidément, le temps est à la pluie. Il y en a pour la journée. Nous avons de bonnes fourrures,
de la braise dans nos échauffettes, des dragées, de l'hypocras pour nous revigorer contre la mouillure. Nous avons de quoi tenir jusqu'à Auxerre. Je suis bien aise de revoir Auxerre. Cela va raviver mes souvenirs. » Donc, le roi tenait conseil, un conseil où il était presque seul à parler. Son frère d'Orléans se taisait, son fils d'Anjou également. Audrehem était sombre. Le roi lisait bien sur les visages de ses conseillers que même les plus acharnés à perdre le roi de Navarre n'approuveraient pas qu'il fût décapité ainsi, sans procès et comme à la sauvette. Cela rappelait trop l'exécution de Raoul de Brienne, l'ancien connétable, décidé de la sorte sur un coup de colère pour des raisons jamais éclairées et qui avait mal inauguré le règne. Seul Robert de Loris, le premier chambellan, semblait seconder le souverain dans son vouloir de vengeance instantanée, mais c'était platitude plutôt que conviction. Il avait connu plusieurs mois de disgrâce pour s'être, aux yeux du roi, trop avancé du côté navarrais lors du traité de Mantes. Il fallait à Loris prouver sa fidélité. Nicolas Braque, qui a de l'habileté et sait manœuvrer le roi, chercha diversion en parlant de friquet de Frican. Il opinait pour qu'on le gardât en vie, provisoirement, afin de lui faire subir une question en bonne et due forme. Nul doute que le gouverneur de Caen, suffisamment traité, n'ait à livrer des secrets bien intéressants. Comment connaître tous les rameaux de la conspiration si l'on ne conservait aucun des prisonniers? Oui, c'est sagement pensé, dit le roi, qu'on garde Friquet. Alors Audrehem ouvrit une des fenêtres et cria au roi des ribauds dans la cour « 5 charrettes, il suffira !» confirmant du geste, la main grande ouverte, 5. Et l'une des charrettes fut renvoyée au maire. Si c'est sagesse de garder Frican, ce le serait plus encore de garder son maître, dit alors le dauphin. Le premier émoi passé, il avait repris son calme et son air réfléchi. Son honneur était engagé dans l'affaire. Il cherchait par tous moyens à sauver son beau-frère. Jean II avait demandé à Jean d'Artois de répéter pour la gouverne de tous ce qu'il savait du complot. Mais mon cousin Jean s'était montré moins assuré devant le conseil que devant le roi seul. Chuchoter de bouche à oreille une délation vous a un bon air de certitude. Redite à haute voix, pour 10 personnes, elle perd de la force. Après tout, il ne s'agissait que d'on dit. Un ancien serviteur avait vu, un autre avait entendu. Même si, dans le secret de l'âme, le duc de Normandie ne pouvait s'empêcher d'accorder crédit aux accusations portées, les présomptions ne lui semblaient pas assez établies. « Pour mon mauvais gendre, nous en savons assez, ce me semble, dit le roi. »« Non, mon père, nous ne savons guère, répondit le dauphin. »« Charles, êtes-vous donc si obtus, dit le roi avec colère. N'avez-vous pas entendu que ce méchant parent, sans foi ni aveu, cette bête nuisible, nous voulait saigner bientôt, moi puis vous, car vous aussi, il voulait vous oxyre. Croyez-vous qu'après moi, vous eussiez été un grand obstacle aux entreprises de votre bon frère, qui voulait naguère vous tirer en Allemagne, contre moi? C'est notre place et notre trône qu'il guigne, rien moins. Ou bien êtes-vous toujours si coiffé de lui que vous refusiez de rien comprendre? » Alors, le dauphin, qui prenait de l'assurance et de la détermination, « J'ai fort bien entendu, mon père, mais il n'y a preuve ni aveu. »« Et quelle preuve voulez-vous, Charles? La parole d'un loyal cousin ne vous suffit-elle pas? Attendez-vous de gésir navré dans votre sang et percé comme le fut mon pauvre Charles d'Espagne pour fournir la preuve ?» Le dauphin s'obstinait. « Il y a présomption très forte, mon père, je ne le contredis point, mais pour l'heure rien de plus. Présomption n'est pas crime. Présomption est crime pour le roi qui a devoir de se garder, dit Jean II devenu tout rouge. Vous ne parlez pas en roi, Charles, mais comme un clerc d'université rancogné derrière ses gros livres. » Mais le jeune Charles tenait bon. Si devoir royal est de se garder, ne nous mettons pas à nous décapiter entre rois. Charles d'Évreux a été oint et sacré pour la Navarre. Il est votre beau-fils, félon sans doute, mais votre beau-fils. Qui respectera les personnes royales si les rois s'envoient l'un l'autre au bourreau? Il n'avait qu'un point commencé, cria le roi. Alors le maréchal d'Audrehem intervint pour fournir son avis. Sire, en l'occasion, c'est vous, aux yeux du monde, qui paraîtriez commencer. Un maréchal, Archambault, de même qu'un connétable, c'est toujours difficile à manier. Vous l'installez dans une autorité, et puis tout à coup, il en use pour vous contredire. Audrehem est un vieil homme de guerre, pas si vieux que cela, au fond, il a moins d'âge que moi, mais enfin, un homme qui a longtemps obéi en se taisant, et vu beaucoup de sottises se commettre sans pouvoir rien dire. Alors il se rattrapait. Si encore nous avions pris tous les renards dans le même piège, continua-t-il. Mais Philippe de Navarre est libre, lui, et aussi acharné. Expédiez l'aîné et le cadet le remplace, qui soulèvera tout aussi bien son parti, et traitera tout aussi bien avec l'anglais, d'autant qu'il est meilleur chevalier et plus ardent à la bataille. Louis d'Orléans vint alors appuyer le dauphin et le maréchal.
représentant au roi qu'aussi longtemps qu'il tiendrait Navarre en prison, il garderait prise sur ses vassaux. Instruisez longuement procès contre lui. Faites éclater sa noirceur. Faites-le juger par les pairs du royaume. Alors nul ne vous reprochera votre sentence. Quand le père de notre cousin Jean commit tous les actes qu'on sait, le roi notre père ne procéda pas autrement que par jugement public et solennel. Et quand notre grand-oncle Philippe le Bel découvrit l'inconduite de ces brus, si rapide qu'ait été sa justice, elle fut établie sur interrogatoire et prononcée en grande audience. Tout cela ne fut point du goût du roi Jean, qui s'emporta derechef, les beaux exemples et bien profitables que vous me baillez là, mon frère. Le grand jugement de Maubuisson a mis le déshonneur et le désordre dans la famille royale. Quant à Robert d'Artois, pour l'avoir seulement banni, n'en déplaise à notre cousin Jean, au lieu de le proprement saisir et oxyre, il nous a ramené la guerre d'Angleterre. Monseigneur d'Orléans, qui n'aime point trop son aîné et se plaît à lui tenir tête, aurait alors reparti, on m'a assuré que cela fut dit, « Sire, mon frère, faut-il vous rappeler que Maubuisson ne nous a pas trop desservis. Sans Maubuisson ou notre grand-père Valois, que Dieu garde, joue à sa part, c'est sans doute notre cousin de Navarre qui serait au trône en cette heure au lieu de vous. Quant à la guerre d'Angleterre, le comte Robert y poussa peut-être, mais il ne lui apporta qu'une lance, la sienne. Or, la guerre d'Angleterre dure depuis 18 ans. Il paraît que le roi fléchit sous les stockades. Il se retourna vers le dauphin qu'il regarda durement en disant « C'est vrai, 18 ans. Juste votre âge, Charles. » Comme s'il lui faisait grief de cette coïncidence. Sur quoi Audrehem bougonna « Nous aurions plus aisé à bouter l'anglais hors de chez nous si nous n'étions pas toujours à nous battre entre Français. » Le roi resta muet un moment, l'air fort courroucé. Il faut être bien sûr de soi pour se maintenir dans une décision quand nul de ceux qui vous servent ne l'approuve. C'est à cela qu'on peut juger le caractère des princes, mais le roi Jean n'est pas déterminé, il est buté. Nicolas Braque, qui a appris dans les conseils l'art de profiter des silences, fournit au roi une porte de retraite en ménageant tout ensemble son orgueil et sa rancune. « Sire, n'est-ce point expier bien vite que de mourir d'un coup ? Voici 2 années et plus que monseigneur de Navarre vous fait souffrir, et vous lui accorderiez si courte punition ? Tenu en geôle, vous pouvez faire en sorte qu'il se sente mourir tous les jours. En outre, je gage que ses partisans ne laisseront pas de monter quelques tentatives pour le délivrer. Alors vous pourrez capturer ceux-là qui, aujourd'hui, ont nargué vos filets, et vous aurez bon prétexte à abattre votre justice sur une rébellion si patente. » Le roi se rallia à ce conseil, disant qu'en effet son traître beau-fils méritait d'expier plus longtemps. Je dis faire son exécution. Puissé-je n'avoir pas à m'en repentir, mais à présent, qu'on hâte le châtiment des autres, c'est assez de paroles, et nous n'avons perdu que trop de temps. Il semblait craindre qu'on ne parvint à le dessaisir d'une autre tête. Audrehem, de la fenêtre, héla de nouveau le roi des ribauds, et lui montra 4 doigts. Et comme il n'était pas sûr que l'autre eût bien compris, il lui dépêcha un archer pour lui dire qu'il y avait une charrette de moins. « Qu'on se hâte, répétait le roi, faites délivrer ces traîtres. » Délivrer, l'étrange mot, qui peut surprendre ceux qui ne sont pas familiers de cet étrange prince. C'est sa formule habituelle, quand il ordonne une exécution. Il ne dit pas qu'on me délivre de ces traîtres, ce qui ferait sens, mais délivrer ces traîtres. Qu'est-ce que cela signifie pour lui ? Délivrez-les au bourreau, délivrez-les de la vie ? Ou bien est-ce simplement un lapsus dans lequel il s'obstine parce que dans la colère sa tête confuse ne contrôle plus ses paroles ? Je vous conte tout cela, Archambault, comme si j'y avais été. C'est que j'en ai eu le récit fait en juillet, à peine 3 mois après, quand les mémoires étaient encore fraîches, et par Audrehem, et par monseigneur d'Orléans, et par monseigneur le dauphin lui-même, et aussi par Nicolas Braque, chacun bien sûr se souvenant surtout de ce qu'il avait dit lui-même. De la sorte, j'ai reconstitué, assez justement, je crois, et dans le menu, toute cette affaire, et j'en ai écrit au pape, auquel étaient parvenues des versions plus courtes et un peu différentes. Les détails en ces sortes de choses ont plus d'intérêt qu'on ne pense, parce que cela renseigne sur le caractère des gens. Loris et Braque sont tous deux des hommes fort avides d'argent et déshonnêtes dans leur âpreté à en faire, mais Loris est d'assez médiocre nature, alors que Braque est un politique judicieux. Il pleut toujours. Brunet, où sommes-nous ? Fontenoy. Ah oui, je me rappelle, c'était dans mon diocèse. Il s'est livré là une bataille fameuse, qui a eu de grosses conséquences pour la France. Fontanetum, selon le nom ancien, vers l'an 840 ou 841.
Charles et Louis le Germanique y ont défait leur frère Lothaire, à la suite de quoi ils signèrent le traité de Verdun, et c'est à partir de là que le royaume de France a été pour toujours séparé de l'Empire. Avec cette pluie, on ne voit rien. D'ailleurs, il n'y a rien à voir. De temps en temps, les manants labourant trouvent une poignée de glaive, un casque tout rongé, vieux de 500 ans. Poursuivons, Brunet, poursuivons. Le chant du pardon. Le roi, homme en tête de nouveau, était seul à cheval avec le maréchal, qui lui avait coiffé une simple cervelière de maille. Il n'allait pas courir de si grands dangers qu'il lui fallut revêtir un arroi de bataille. Audouem n'est pas de ces gens qui font grande ostentation guerrière quand il n'y a pas lieu. S'il plaisait au roi d'arborer son aume à couronne pour assister à 4 décollations, c'était son affaire. Tout le reste de la compagnie, du plus grand seigneur au dernier archer, irait à pied jusqu'au lieu du supplice. Le roi en avait décidé ainsi. Car il est homme qui perd beaucoup de temps à régler lui-même les parades dans le menu, aimant à faire nouveauté de détails, au lieu de laisser agir selon l'usage de toujours. Il n'y avait plus que 3 charrettes, parce que, d'ordre en contre-ordre mal compris, on en avait renvoyé une de trop. Tout auprès se tenait Guillaume. Eh bien non, ce n'est pas Guillaume à la Coche, j'ai confondu. Guillaume à la Coche est un valet de la chambre, mais c'est un nom qui y ressemble. La gauche, le gauche, la tanche, la planche. Je ne sais même pas s'il se prénomme Guillaume, c'est d'ailleurs de petite importance. Donc se tenait auprès le roi des ribots et le bourreau improvisé, blanc comme un navet d'avoir séjourné en cachot. Un maigrelet, m'a-t-on dit, et pas du tout tel qu'on aurait attendu un mécréant coupable de 4 meurtres. Et puis le capucin qui tripotait, comme ils le font toujours, sa cordelière de chanvre. Tête nue et les mains liées derrière le dos, les condamnés sortirent du donjon. Le comte d'Harcourt venait le premier, dans son surcot blanc que le roi lui avait déchiré à l'emmanchure, la chemise avec. Il montrait son énorme épaule, rose comme couenne, et son sein gras. On finissait d'affûter les haches sur une meule dans un coin de la cour. Personne ne regardait les condamnés, personne n'osait les regarder. Chacun fixait un coin de pavé ou de mur. Qui aurait osé, sous l'œil du roi, un regard d'amitié ou seulement de compassion pour ces 4-là qui allaient périr? Ceux mêmes qui se trouvaient à l'arrière de l'assistance gardaient le nez baissé de peur que leurs voisins ne puissent dire qu'on avait vu sur leur figure. Nombreux ils étaient à blâmer le roi, mais de là à le montrer. Beaucoup d'entre eux connaissaient le comte d'Harcourt de longue acquaintance, avaient chassé avec lui, jouté avec lui, dîné à sa table, qui était copieuse. Pour l'heure, pas un ne semblait se souvenir. Les toits du château et les nuages d'avril leur étaient choses plus captivantes à contempler, si bien que Jean d'Harcourt, tournant de tous côtés ses paupières plissées de graisse, ne trouvait pas un visage auquel accrocher son malheur, pas même celui de son frère, surtout pas celui de son frère. Dame, une fois son gros aîné raccourci, qu'allait décider le roi de ses titres et de ses biens. On fit monter dans la première charrette celui qui était encore pour un moment le comte d'Harcourt. Ce ne fut pas sans peine, un quintal et demi et les mains liées. Il fallut 4 sergents pour le pousser, le hisser. Il y avait de la paille disposée dans le fond de la charrette, et puis le billot. Quand Jean d'Harcourt fut juché, il se tourna tout dépoitraillé vers le roi comme s'il voulait lui parler. Le roi, immobile sur sa selle, vêtu de mailles, couronné d'acier et d'or, le roi justicier, qui voulait bien faire apparaître que toute vie au royaume était soumise à son décret, et que le plus riche seigneur d'une province, en un instant, pouvait n'être plus rien si tel était son vouloir. Et d'Harcourt ne prononça mot. Le sire de Graville fut mis dans la seconde charrette, et dans la troisième on fit grimper ensemble Maubuée de Mennemare et Colin d'Oublel, l'écuyer qui avait levé sa dague sur le roi. Celui-ci paraissait dire à chacun d'eux « Souviens-toi du meurtre de Monsieur d'Espagne, souviens-toi de l'auberge de la Truquifile ». Car toute l'assistance comprenait que, sinon pour d'Harcourt, en tout cas pour les 3 autres, c'était la vengeance qui commandait cette brève et bien torve justice. Punir des gens à qui l'on a donné publiquement rémission. Il faut pouvoir faire état de nouveaux griefs, et bien patents, pour agir de la sorte. Cela eût mérité remontrance du pape, et de plus sévère, si le pape n'était pas aussi faible. Dans le donjon, on avait méchamment poussé le roi de Navarre au plus près d'une fenêtre pour qu'il ne perdît rien du spectacle. Le Guillaume, qui n'est pas la Coche, se tourne vers le maréchal d'Audrehem. Tout est prêt. Le maréchal se tourne vers le roi. Tout est prêt. Le roi fait un geste de la main et le cortège se met en route. En tête, une escouade d'archers, chapeaux de fer et gambisons de cuir, le pas alourdi par leurs gros houseaux. Ensuite, le maréchal à cheval et visiblement sans plaisir.
des archers encore, et puis les 3 charrettes, et derrière, le roi des ribots, le bourreau maigrelet et le capucin crasseux. Et puis le roi, droit sur son destrier, flanqué des sergents de sa garde étroite, et enfin toute une procession de seigneurs en chaperon ou en chapeau de chasse, manteau fourré ou cotte hardie. La ville est silencieuse et vide. Les Rouennais ont prudemment obéi à l'ordre de se tenir dans leur maison, mais leurs têtes s'agglutinent derrière leurs grosses vitres verdâtres, soufflées comme des culs de bouteille. Leurs regards se coulent par le bord entrebâillé de leurs fenêtres quadrillées de plomb. Ils ne peuvent pas croire que c'est le comte d'Harcourt qui est dans la charrette, lui qu'ils ont vu souvent passer dans les rues, et ce matin encore en superbe équipage. Pourtant, son embonpoint le désigne assez. « C'est lui, je te disons que c'est lui !» Pour le roi, dont le haume passe presque à hauteur du premier étage des maisons, ils n'ont point de doute. Il fut longtemps leur duc. C'est lui, c'est bien le roi. Mais ils n'auraient pas été frappés d'une crainte plus grande s'ils avaient aperçu une tête de mort sous la ventaille du casque. Ils étaient mécontents, les Rouennais. Terrifiés, mais mécontents. Car le comte d'Harcourt les avait toujours soutenus, et ils l'aimaient bien. Alors ils chuchotaient « Non, ce n'est pas bonne justice. C'est nous qu'on atteint. » Les charrettes cahotaient, la paille glissait sous les pieds des condamnés qui avaient peine à garder leur aplomb. On m'a dit que Jean d'Harcourt, pendant tout le trajet, avait la tête renversée en arrière et que ses cheveux s'écartaient sur sa nuque qui faisait de gros plis. Que pouvait penser un homme comme lui en allant au supplice et en regardant la coulée de ciel entre les pignons des maisons? Je me demande toujours ce que peuvent avoir dans la tête les condamnés à mort pendant leurs derniers moments. Est-ce qu'ils se reprochaient de ne pas avoir assez admiré toutes les belles choses que le bon Dieu offre à nos yeux tous les jours? Ou bien songeaient-ils à l'absurdité de ce qui nous empêche de profiter de tous ces bienfaits? La veille, ils discutaient d'impôts et de gabelles. Ou bien se disait-il qu'il y avait bien de la sottise dans son affaire, car il était prévenu. Son oncle Godefroy l'avait fait prévenir. Repartez-vous-en aussitôt. Il avait tôt éventé le piège, Godefroy d'Harcourt. Ce banquet de carême sent le guet-apens. Si seulement son messager était parvenu un tout petit moment plus tôt. Si Robert de Loris ne s'était trouvé là, au bas de l'escalier. Si. Mais la faute n'était pas au sort, elle était à lui-même. Il aurait suffi qu'il faussât compagnie au dauphin. Il aurait suffi qu'il ne cherchât pas de mauvaises raisons pour céder à sa gourmandise. Je partirai après le banquet, ce sera la même chose. Les grands malheurs des gens, voyez-vous, Archambault, leur surviennent souvent ainsi pour de petites raisons. Pour une erreur de jugement ou de décision dans une circonstance qui leur semblait sans importance et où ils suivent la pente de leur nature. Un petit choix de rien du tout, et c'est la catastrophe. Ah, comme ils voudraient alors avoir le droit de reprendre leurs actes, remonter en arrière à la bifurcation mal prise. Jean d'Harcourt bouscule Robert de Loris, lui crie « Adieu, messire », enfourche son gros cheval, et tout est différent. Il retrouve son oncle, il retrouve son château, il retrouve sa femme et ses 9 enfants, et il se flatte tout le reste de sa vie d'avoir échappé au mauvais coup du roi. À moins, si c'était son jour marqué, qu'en s'en repartant il ne se soit rompu la tête en se cognant à une branche dans la forêt. Allez donc pénétrer la volonté de Dieu. Et il ne faut pas oublier tout de même ce que cette méchante justice finit par effacer, que d'Harcourt complotait vraiment contre la couronne. Eh bien, ce n'était pas le jour du roi Jean, et Dieu réservait à la France d'autres malheurs dont le roi serait l'instrument. Le cortège monta la côte qui mène au gibet, mais s'arrêta à mi-chemin, sur une grande place bordée de maisons basses, où se tient chaque automne la foire aux chevaux, et qu'on appelle le champ du pardon. Oui, c'est là son nom. Les hommes d'armes s'alignèrent à droite et à gauche de la voie qui traversait la place, laissant entre leurs rangs un espace de 3 longueurs de lance. Le roi, toujours à cheval, se tenait bien au milieu de la chaussée, à un jet de cailloux du billot que les sergents avaient roulé hors de la première charrette et pour lequel on cherchait un endroit plat. Le maréchal de Dreux mit pied à terre, et la suite royale, où dominaient les têtes des 2 frères d'Artois, que pouvaient-ils penser, cela? C'était l'aîné qui portait la responsabilité première de ces exécutions. Oh, il ne pensait rien, mon cousin Jean. La suite se rangea en demi-cercle. On observa Louis d'Harcourt pendant qu'on faisait descendre son frère. Il ne broncha point. Les apprêts n'en finissaient pas de cette justice improvisée au milieu d'un champ de foire, et il y avait des yeux aux fenêtres tout autour de la place. Le dauphin-duc, la tête penchant sous son chaperon emperlé, piétinait en compagnie de son jeune oncle d'Orléans, faisait quelques pas, revenait, repartait, comme pour chasser un malaise. Et soudain, le gros comte d'Harcourt s'adresse à lui et à Audrehem, criant de toutes ses forces « Ah, sire duc, et vous, gentil maréchal,
Pour Dieu, faites que je parle au roi, et je saurai bien m'excuser, et je lui dirai telle chose dont il tirera profit, ainsi que son royaume. » Nul qui l'entendit qui ne se souvienne d'avoir eu l'âme déchirée par l'accent qu'avait sa voix, un cri tout ensemble d'angoisse dernière et de malédiction. Du même mouvement, le duc et le maréchal viennent au roi, qu'il a pu ouïr aussi bien qu'eux. Ils sont presque à toucher son cheval. « Sire mon père, pour Dieu, laissez qu'il vous parle. »« Oui, sire, faites qu'il vous parle, et vous en serez mieux, insiste le maréchal. » Mais ce Jean II est un copiste. En chevalerie, il copie son grand-père, Charles de Valois, ou le roi Arthur des légendes. Il a appris que Philippe le Bel, quand il avait ordonné une exécution, restait inflexible, alors il copie. Il croit copier le roi de fer. Mais Philippe le Bel ne se mettait pas un aume quand ce n'était pas nécessaire, et il ne condamnait pas à tort et à travers, en fondant sa justice sur la trouble rumination d'une haine. « Faites délivrer ces traîtres !» répète Jean II par sa ventaille ouverte. Ah, il doit se sentir grand, il doit se sentir vraiment tout-puissant. Le royaume et les siècles se souviendront de sa rigueur. Il vient surtout de perdre une belle occasion de réfléchir. « Soit, confessons-nous, dit alors le comte d'Harcourt en se tournant vers le capucin sale. Et le roi de crier « Non, pas de confession pour les traîtres. » Là, il ne copie plus, il invente. Il traite le crime de... Mais quel crime, au fait? Le crime d'être soupçonné. Le crime d'avoir prononcé de mauvaises paroles qui ont été répétées. Disons, le crime de lèse-majesté. Comme celui des hérétiques ou des relapses. Car Jean II a été oint, n'est-ce pas? Tu es sacerdos in aeternum. Alors il se prend pour Dieu, en personne, et décide de la place des âmes après la mort. De cela aussi, le Saint-Père, à mon sens, aurait dû lui faire dure remontrance. Celui-là seulement, l'écuyer, ajoute-t-il en désignant Colin Doublel. Allez savoir ce qui se passe dans cette cervelle trouée comme un fromage. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi accorde-t-il la confession à l'écuyer tranchant qui a levé son couteau contre lui? Aujourd'hui encore, les assistants, quand ils parlent entre eux de cette heure terrible, s'interrogent sur cette étrangeté du roi. Voulait-il établir que les degrés dans la faute suivent la hiérarchie féodale et signifier que l'écuyer qui a forfait est moins coupable que le chevalier? Ou bien était-ce parce que le coutelas brandi vers sa poitrine lui a fait oublier que Doublel était aussi parmi les assassins de Charles d'Espagne, comme Mennemar et Graville? Mennemar, un grand efflanqué qui se démène dans ses liens et promène des yeux furieux. Graville, qui ne peut pas faire le signe de croix, mais bien ostensiblement murmure des prières. Si Dieu veut entendre son repentir, il l'entendra bien sans intercesseur. Le capucin, qui commençait à se demander ce qu'il faisait là, se saisit en hâte de l'âme qu'on lui laisse et chuchote du latin dans l'oreille de Colin Doublel. Le roi des Ribauds pousse le comte d'Harcourt devant le billot. « Agenouillez-vous, messire. » Le gros homme s'affaisse comme un bœuf. Il remue les genoux, sans doute parce qu'il y a des graviers qui le blessent. Le roi des Ribauds, passant derrière lui, bande ses yeux par surprise, le privant de regarder les nœuds du bois, cette dernière chose du monde qu'il aura eue devant lui. C'était plutôt aux autres qu'on aurait dû mettre un bandeau, pour leur épargner le spectacle qui allait suivre. Le roi des Ribauds, c'est curieux tout de même que je ne retrouve pas son nom. Je l'ai vu à plusieurs reprises auprès du roi, et je revois très bien sa mine, un haut et fort gaillard qui porte une épaisse barbe noire. Le roi des Ribauds prit la tête du condamné à deux mains, comme une chose, pour la disposer ainsi qu'il fallait, et partageait les cheveux pour bien dégager la nuque. Le comte d'Harcourt continuait de remuer les genoux à cause des graviers. « Allez, taille !» fit le roi des Ribauds. Et il vit, et tout le monde vit, que le bourreau tremblait. Il n'en finissait pas de soupeser sa grande hache, de déplacer ses mains sur le manche, de chercher la bonne distance avec le billot. Il avait peur. Non, il aurait été plus assuré avec un poignard dans un coin d'ombre, mais une hache pour ce malingre, et devant le roi et tous ses seigneurs et tous ses soldats. Après plusieurs mois de prison, il ne devait pas se sentir les muscles bien solides, même si on lui avait servi une bonne soupe et un gobelet de vin pour lui donner des forces. Et puis on ne lui avait pas mis de cagoule, comme cela se fait d'ordinaire, parce qu'on n'en avait pas sous la main. Ainsi, tout le monde saurait désormais qu'il avait été bourreau. Criminel et bourreau, de quoi faire horreur à n'importe qui. À savoir ce qui lui tournait dans la tête à celui-là aussi, à ce Bétrouve qui allait gagner sa liberté en accomplissant le même acte que celui qui l'avait conduit en prison. Il voyait la tête qu'il avait à trancher à la place où il aurait dû avoir la sienne un peu plus tard, si le roi n'était pas passé par Rouen.
Peut-être y avait-il chez ce gredin plus de charité, plus de sentiment de communion, plus de lien avec son prochain qu'il n'y en avait chez le roi. « Taille !» dut répéter le roi des Ribauds. Le Bétrouve leva sa hache, non pas droit au-dessus de lui comme un bourreau, mais de côté, comme un bûcheron qui va abattre un arbre, et il laissa la hache retomber de son propre poids. Elle tomba mal. Il y a des bourreaux qui vous décollent un chef en une fois, d'un seul coup, bien frappé, et pas celui-là. Ah non. Le comte d'Harcourt devait être assommé car il ne bougeait plus les genoux, mais il n'était pas mort, car la hache s'était amortie dans la couche de graisse qui lui tapissait la nuque. Il fallut recommencer, encore plus mal. Cette fois, le fer n'entama que le côté du cou. Le sang jaillit par une large plaie béante qui laissait voir l'épaisseur de la graisse jaune. Le Bétrouve luttait avec sa hache dont le tranchant s'était fiché dans le bois du billot et qu'il ne pouvait plus en ressortir. La sueur lui coulait sur la figure. Le roi des Ribauds se tourna vers le roi avec un air d'excuse, comme s'il voulait dire « ce n'est pas ma faute ». Le Bétrouve s'énerve, n'entend pas ce que les sergents lui disent, refrappe, et l'on croirait que le fer tombe dans une motte de beurre. Et encore, le sang ruisselle du billot, gicle sous le fer, constelle la côte déchirée du condamné. Des assistants se détournent, le cœur soulevé. Le dauphin montre un visage d'horreur et de colère, il serre les poings, ce qui lui fait la main droite toute violette. Louis d'Harcourt, blême, se contraint de rester au premier rang devant cette boucherie qu'on fait de son frère. Le maréchal déplace les pieds pour ne pas marcher dans la rigole de sang qui sinue vers lui. Enfin, à la 6e reprise, la grosse tête du comte d'Harcourt se sépara du tronc et, entouré de son bandeau noir, roula au bas du billot. Le roi ne bougeait pas. Par sa fenêtre d'acier, il contemplait, sans donner marque de gêne, d'écœurement ni de malaise, cette bouillie sanglante entre les épaules énormes, juste en face de lui, et cette tête isolée, toute souillée, au milieu d'une flaque poisseuse. Si quelque chose parut sur son visage encadré de métal, ce fut un sourire. Un archer s'écroula dans un bruit de ferraille. Seulement alors le roi consentit à tourner les yeux. Cette mauviette ne resterait pas longtemps dans sa garde. Périnet le buffle se détendit en soulevant l'archer par le col de son gambison et en le giflant à toute volée. Mais la mauviette, par sa pâmoison, avait rendu service. Chacun se reprit un peu. Il y eut même des ricanements. 3 hommes, il n'en fallut pas moins, tirèrent en arrière le corps du décapité. « Au sec, au sec !» criait le roi des Ribauds. Les vêtements lui revenaient de droit, n'oublions pas. Il suffisait qu'ils fussent déchirés. Si de surcroît ils étaient trop maculés, il n'en tirerait rien. Déjà, il avait 2 condamnés de moins qu'il n'escomptait. Et pour la suite, il exhortait son bourreau, tout suant et soufflant, lui prodiguait ses conseils comme à un lutteur épuisé. Tu montes droit au-dessus de toi, et puis tu ne regardes pas ta hache, tu regardes où tu dois frapper, à mi-col, et de faire mettre de la paille au pied du billot pour sécher le sol, et de bander les yeux du sire de Graville, un bon Normand plutôt replet, de le faire agenouiller, de lui poser le visage dans la bouillie de viande. Taille! Et là, d'un coup, miracle, Bétrouve lui tranche le col et la tête tombe en avant, tandis que le corps s'écroule de côté, déversant un flot rouge dans la poussière. Et les gens se sentent comme soulagés. Pour un peu, ils féliciteraient le Bétrouve, qui regarde autour de lui, stupéfait, l'air de se demander comment il a pu réussir. Vient le tour du grand déhanché, de Maubuée de Mennemare, qui a un regard de défi pour le roi. « Chacun sait, s'écrie-t-il, mais... » Comme le barbu est devant lui et lui applique le bandeau, sa parole s'étouffe et nul ne saisit ce qu'il a voulu proférer. Le maréchal d'Audrehem se déplace encore parce que le sang avance vers ses bottes. Taille! Un coup de hache, à nouveau, un seul, bien asséné, et cela suffit. Le corps de Mennemare est tiré en arrière, auprès des 2 autres. On délie les mains des cadavres pour pouvoir les prendre plus aisément par les 4 membres, les balancer et les jeter dans la première charrette qui les emmène jusqu'au gibet pour être accrochés au charnier. On les dépouillera là-haut. Le roi des Ribauds fait signe de ramasser aussi les têtes. Bétrouve cherche son souffle, appuyé sur le manche de la hache. Il a mal au rein, il n'en peut plus. Et c'est de lui, pour un peu, qu'on aurait pitié. Il les aura gagnés, ces lettres de rémission. Si jusqu'à la fin de ses jours il fait de mauvais rêves et pousse des cris dans son sommeil, il ne lui faudra pas s'en étonner. Colin Doublel, l'écuyer courageux, était nerveux, quoique absous. Il eut un mouvement pour se dégager des mains qui le poussaient vers le billot. Il voulait y aller seul, mais le bandeau est fait justement pour éviter cela, les gestes désordonnés des condamnés. On ne put pas empêcher toutefois que Doublel ne relevât la tête au mauvais moment et que Bétrouve, là vraiment ce n'était pas sa faute,
ne lui ouvrit le crâne par le travers. Allons, encore un coup, voilà, c'était fait. Ils en auraient des choses à raconter, les Rouennais qui étaient aux fenêtres environnantes, des choses qui allaient vite se répéter de bourg en bourg, jusqu'au fond du duché. Et les gens allaient venir de partout contempler cette place qui avait bu tant de sang. On ne croirait pas que 4 corps d'hommes puissent en contenir autant et que cela fasse une si large marque sur le sol. Le roi Jean regardait son monde avec une étrange satisfaction. L'horreur qu'il inspirait en cet instant, même à ses serviteurs les plus fidèles, n'était pas, semblait-il, pour lui déplaire. Il était assez fier de soi. Il regardait particulièrement son fils aîné. « Voilà, mon garçon, comment on se conduit quand on est roi. » Qui aurait osé lui dire qu'il avait eu tort de céder à sa nature vindicative? Pour lui aussi, ce jour était celui de la bifurcation, le chemin de gauche ou le chemin de droite. Il avait pris le mauvais, comme le comte d'Harcourt au pied de l'escalier. Après 6 ans d'un règne malaisé, plein de troubles, de difficultés et de revers, il donnait au royaume, qui n'était que trop prêt à l'y suivre, l'exemple de la haine et de la violence. En moins de 6 mois, il allait dévaler la route des vrais malheurs, et la France avec lui. Troisième partie, le printemps perdu. Le chien et le renardeau. Alors je suis bien aise en vérité d'avoir revu Auxerre. Je ne pensais pas que Dieu m'accorderait cette grâce, ni que je la goûterais autant. Revoir les places qui logèrent un moment de votre jeunesse remue toujours le cœur. Vous connaîtrez ce sentiment, Archambault, quand les années se seront accumulées sur vous. S'il vous advient d'avoir à traverser Auxerre, lorsque vous aurez l'âge que j'ai, que Dieu veuille vous garder jusque-là, vous direz, je fus ici avec mon oncle le cardinal, qui avait été évêque, son 2e diocèse, avant de recevoir le chapeau. Je l'accompagnai vers Metz, où il allait voir l'empereur. 3 ans j'ai résidé ici. 3 ans. On n'allait pas croire que j'ai regret de ce temps-là, et que j'éprouvais mieux la faveur de vivre quand j'étais évêque d'Auxerre que je ne fais aujourd'hui. J'avais même, pour vous avouer le vrai, l'impatience d'en partir. Je louchais du côté d'Avignon, tout en sachant bien que j'étais trop jeune, mais enfin je sentais que Dieu avait mis en moi le caractère et les ressources d'esprit qui pouvaient lui faire service à la cour pontificale. Afin de m'instruire à la patience, je poussai plus avant dans la science d'astrologie, et c'est justement ma perfection en cette science qui décida mon bienfaiteur Jean XXII à m'imposer le chapeau quand je n'avais que 30 ans, mais cela je vous l'ai déjà conté. Ah, mon neveu, avec un homme qui a beaucoup vécu, il faut s'habituer à entendre plusieurs fois les mêmes choses. Ce n'est pas que nous ayons la tête plus molle quand nous sommes vieux, mais elle est pleine de souvenirs qui s'éveillent en toutes sortes de circonstances. La jeunesse emplit le temps à venir d'imagination, la vieillesse refait le temps passé avec sa mémoire. Les choses sont égales. Non, je n'ai pas de regrets. Lorsque je compare ce que j'étais et ce que je suis, je n'ai que des raisons de louer le Seigneur et un peu de me louer moi-même, en toute modeste honnêteté. Simplement, c'est du temps qui a coulé de la main de Dieu et qui n'existera plus quand j'aurai cessé de m'en souvenir, sauf à la résurrection, où nous aurons tous nos moments rassemblés. Mais cela dépasse mon entendement. Je crois à la résurrection, j'enseigne à y croire, mais je n'entreprends pas de m'en faire image, et je dis qu'ils sont bien orgueilleux, ceux-là qui mettent en doute la résurrection. Mais si, plus de gens que vous ne pensez, parce qu'ils sont infirmes à se la figurer. L'homme est pareil à un aveugle qui nierait la lumière parce qu'il ne la voit pas. La lumière est un grand mystère pour l'aveugle. Tiens, je pourrais prêcher là-dessus dimanche à Sens, car je devrais prononcer l'homélie. Je suis archidiacre de la cathédrale. C'est la raison pour laquelle je m'oblige à ce détour. Nous aurions eu plus court à piquer sur 3, mais il me faut inspecter le chapitre de Sens. Il n'empêche que j'aurais eu plaisir à prolonger un peu à Auxerre. Ces 2 jours ont passé trop vite. Saint-Étienne, Saint-Germain, Saint-Eusèbe, toutes ces belles églises où j'ai célébré messe, mariage et communion. Vous savez qu'Auxerre, Haute-Issy-du-Rhum, est une des plus vieilles cités chrétiennes du royaume, qu'elle était siège d'évêché 200 ans avant Clovis, qui d'ailleurs la ravagea presque autant que l'avait fait Attila,
et qu'il s'y tint, avant l'an 600, un concile. Mon plus grand souci, tout le temps que je passais à la tête de ce diocèse, fut d'y apurer les dettes laissées par mon prédécesseur, l'évêque Pierre, et je ne pouvais rien lui réclamer, il venait d'être créé cardinal. Oui, un bon siège, qui fait antichambre à la curie. Mais divers bénéfices, et aussi la fortune de notre famille, m'aidèrent à boucher les trous. Mes successeurs trouvèrent une situation meilleure. Et celui d'aujourd'hui, à présent, nous accompagne. Il est fort bon prélat, ce nouveau monseigneur d'Auxerre. Mais je renvoyai monseigneur de Bourges à Bourges. Il venait encore me tirer par la robe pour que je lui accordasse un 3e notaire. Oh, ce fut au fait. Je lui ai dit, « Monseigneur, s'il vous faut tant de tabellions, c'est que vos affaires épiscopales sont bien embrouillées. Je vous engage à retourner tout à l'heure en faire ménage vous-même, avec ma bénédiction. Et nous nous passerons de son office à Metz. L'évêque d'Auxerre le remplacera avantageusement. J'en ai d'ailleurs averti le dauphin. Le chevaucheur que je lui ai dépêché hier devrait être revenu demain, au plus tard après-demain. Nous aurons donc des nouvelles de Paris avant de quitter Sens. Il ne cède pas, le dauphin. Malgré toutes sortes de manœuvres et pressions qu'on exerce sur lui, il maintient le roi de Navarre en prison. Ce que firent nos gens de France après l'affaire de Rouen. D'abord, le roi resta sur place quelques jours, habitant le donjon du Bouvreuil, tandis qu'il envoyait son fils loger dans une autre tour du château, et qu'il faisait garder Navarre dans une 3e. Il estimait avoir diverses affaires à diligenter. En premier lieu, soumettre Fricquant à la question. On va fricoter le friquet. Cet amusaille, je crois, fut trouvé par Miton le Fol. Il n'y eut pas à beaucoup chauffer les feux, ni à prendre les grandes tenailles. Aussitôt que Périnet le Buffle et 4 autres sergents l'eurent entraîné dans une cave et eurent manié quelques outils devant lui, le gouverneur de Caen fit preuve d'un bon vouloir extrême. Il parla, retournant son sac pour en secouer jusqu'à la plus petite miette, apparemment. Mais comment douter qu'il eût tout dit quand il claquait si bien des dents et montrait tant de zèle pour la vérité? Et qu'avoua-t-il, en fait? Les noms des participants au meurtre de Charles d'Espagne, on les savait depuis beau temps, et il n'ajouta aucun coupable à ceux qui avaient reçu, après le traité de Mantes, des lettres de rémission. Mais son récit prit une matinée entière. Les tractations secrètes, en Flandre et en Avignon, entre Charles de Navarre et le duc de Lancastre, il n'était plus guère de cour en Europe qui les ignorât, et que lui-même, Fricquant, y eût pris part, ajoutait peu à leur contenu. L'assistance de guerre que les rois d'Angleterre et de Navarre s'étaient mutuellement promise, les gens les moins fins avaient pu s'en aviser l'été précédent, en voyant débarquer presque en même temps Charles le Mauvais en Cotentin et le prince de Galles en Bordelais. Ah, certes, il y avait le traité caché par lequel Navarre reconnaissait le roi Édouard pour roi de France, et dans lequel il se faisait partage du royaume. Fricquant avoua bien qu'un tel accord avait été préparé, ce qui donnait corps aux accusations avancées par Jean d'Artois, mais le traité n'avait pas été signé, seulement des préliminaires. Le roi Jean, quand on lui rapporta cette partie de la déposition de Friquet, cria « Le traître, n'avais-je pas raison ?» Le dauphin lui fit observer « Mon père, ce projet était antérieur au traité de Valognes que Charles passa avec vous et qui dit tout le contraire. Celui donc que Charles a trahi, c'est le roi d'Angleterre plutôt que vous-même. Et comme le roi Jean hurlait que son gendre trahissait tout le monde, certes, mon père, lui répondit le dauphin, et je commence à m'en convaincre, mais vous auriez fausse mine en l'accusant d'avoir trahi précisément à votre profit. Sur l'équipée d'Allemagne, que n'avaient point accompli Navarre et le dauphin, Friquet de Fricquant ne tarissait point. Les noms des conjurés, le lieu où ils devaient se rejoindre, et qui était allé dire à qui, et devait faire quoi, mais tout cela, le dauphin l'avait fait connaître à son père. Un nouveau complot machiné par monseigneur de Navarre à dessein de se saisir du roi de France et de l'Auxire? Ah non, Friquet n'en avait pas ouï le plus petit mot, ni décelé le moindre indice. Certes, le comte d'Harcourt a chargé un mort, le suspect ne risque guère, c'est chose connue en justice. Le comte d'Harcourt était fort courroucé ces derniers mois, et avait prononcé des paroles menaçantes, mais lui seul, et pour son propre compte. Comment n'allait pas croire un homme, je vous le répète, si complaisant avec ses questionneurs, qui parlaient par 6 heures d'affilée, sans laisser aux secrétaires le temps de tailler leurs plumes. Un fameux madré, ce Friquet, tout à fait à l'école de son maître, noyant son monde dans une inondation de paroles, et jouant les bavards pour mieux dissimuler ce qu'il lui importait de taire. De toute manière, pour pouvoir faire usage de ses dires dans un procès, il faudrait recommencer son interrogatoire à Paris, devant une commission d'enquête dûment constituée, car celle-là ne l'était point. En somme, on avait jeté un gros filet pour ramener peu de poissons. Dans les mêmes jours, le roi Jean s'occupait à saisir les places et biens des félons,
et il dépêchait son vicomte de Rouen, Thomas Coupeverge, à mettre la main sur les possessions des d'Harcourt, tandis qu'il envoyait le maréchal d'Audrehem investir Évreux. Mais partout, Coupeverge tomba sur des occupants peu amènes, et la saisie resta toute nominale. Il lui aurait fallu pouvoir laisser garnison dans chaque château, mais il n'avait pas emmené assez de gendarmes. En revanche, le gros corps décapité de Jean d'Harcourt ne demeura pas longtemps exposé au gibet de Rouen. La deuxième nuit, il fut dépendu secrètement par de bons Normands, qui lui donnèrent sépulture chrétienne, en même temps qu'il s'offrait l'agrément de narguer le roi. Quant à la ville d'Évreux, il fallut y mettre le siège. Mais elle n'était pas le seul fief des Évreux navarres. De Valognes à Meulan, de Longueville à Conches, de Pontoise à Coutances, il y avait de la menace dans les bourgs, et les haies au long des routes frémissaient. Le roi Jean ne se sentait guère en sécurité à Rouen. Il était venu avec une troupe assez forte pour assaillir un banquet, non pas pour soutenir une révolte. Il évitait de sortir du château. Ses plus fidèles serviteurs, dont Jean d'Artois lui-même, lui conseillaient de s'éloigner. Sa présence excitait la colère. Un roi qui en vient à avoir peur de son peuple est un pauvre sire, dont le règne risque fort d'être abrégé. Jean II décida donc de regagner Paris, mais il voulut que le dauphin l'accompagnât. « Vous ne vous soutiendrez plus, Charles, s'il y a tumulte dans votre duché. » Il craignait surtout que son fils ne se montrât trop accommodant avec le parti navarrais. Le dauphin se plia, réclamant seulement de voyager par l'eau. « J'ai accoutumé mon père d'aller de Rouen à Paris par la Seine. Si je faisais autrement, on pourrait croire que je fuis. En outre, nous éloignant lentement, les nouvelles nous joindront plus aisément, et si elles méritaient que je retourne, j'aurais plus de commodité à le faire. » Et voici donc le roi embarqué sur le grand lin que le duc de Normandie a commandé tout exprès pour son usage, car ainsi que je vous l'ai dit, il n'aime guère chevaucher. Un grand bateau à fond plat, tout décoré, orné et doré, qui arbore les bannières de France, de Normandie et de Dauphiné, et qui manœuvre à voile et à rame. Le château en est aménagé comme une vraie demeure, avec une belle chambre, meublée de tapis et de coffres. Le dauphin aime d'y deviser avec ses conseillers, d'y jouer aux échecs ou aux dames, ou de contempler le pays de France qui a le long de cette grande rivière bien de la beauté. Mais le roi, lui, bouillait de s'en aller à ce train calme. Quelle sotte idée de suivre toutes les courbes de Seine, qui triplent la longueur du chemin, alors qu'il y a des routes qui coupent droit. Il ne pouvait se supporter sur cet espace restreint qu'il arpentait en dictant une lettre, une seule, toujours la même, qu'il reprenait et remodelait sans cesse. Et à tout moment de faire accoster, de patauger dans la vase des débarcadères, d'essuyer ses houseaux dans les pâquerettes, et de se faire amener son cheval, qui suivait avec l'escorte le long des berges, pour aller visiter sans raison un château aperçu entre les peupliers, et que la lettre soit copiée pour mon retour. Sa lettre au pape, par laquelle il voulait expliquer les causes et raisons de l'arrestation du roi de Navarre. Y avait-il d'autres affaires au royaume? On ne l'aurait pas cru. En tout cas, aucune qui dût requérir ses soins. La mauvaise rentrée des aides, la nécessité d'affaiblir de nouveau la monnaie, la taxe sur les draps qui causait la colère du négoce, la réparation des forteresses menacées par l'anglais, il balayait ses soucis. N'avait-il pas un chancelier, un gouverneur des monnaies, un maître de l'hôtel royal, des maîtres des requêtes et des présidents au Parlement pour y pourvoir? Que Nicolas Braque, qui était reparti pour Paris, Simon de Bussy ou Robert de Loris s'emploient à leur besogne. Ils s'y employaient, en effet, grossissant leur fortune, en jouant sur le cours des pièces, en étouffant le mauvais procès d'un parent, en favorisant un ami, en mécontentant à jamais telle compagnie marchande, telle ville ou tel diocèse qui jamais ne le pardonnerait au roi. Un souverain qui tantôt prétend veiller à tout, jusqu'au plus petit règlement de cérémonie, et tantôt ne se soucie plus de rien, fût-ce des plus grandes affaires, n'est pas homme qui conduit son peuple vers de hautes destinées. La nef dauphine était amarrée à Pont de l'Arche le second jour, quand le roi vit arriver le prévôt des marchands de Paris, maître Étienne Marcel, chevauchant à la tête d'une compagnie de 50 à 100 lances, sur laquelle flottait la bannière bleue et rouge de la ville. Ces bourgeois étaient mieux équipés que beaucoup de chevaliers. Le roi ne descendit pas du bateau et n'invita pas le prévôt à y monter. Ils se parlèrent de pont à rive, aussi surpris l'un que l'autre de se trouver ainsi face à face. Le prévôt ne s'attendait visiblement pas à rencontrer le roi en ce lieu, et le roi se demandait ce que le prévôt pouvait bien faire en Normandie avec un tel équipage. Il y avait sûrement de l'intrigue navarraise là-dessous. Était-ce une tentative pour délivrer Charles le Mauvais? La chose semblait bien prompte, une semaine seulement après l'arrestation, mais enfin c'était possible.
Ou bien le prévôt était-il pièce du complot dénoncé par Jean d'Artois? La machination, alors, prenait vraisemblance. « Nous sommes venus vous saluer, sire, dit tout seulement le prévôt. » Le roi, plutôt que de le faire parler un peu, lui répondit tout à trac d'un ton menaçant qu'il avait dû se saisir du roi de Navarre, contre lequel il avait de forts griefs, et que tout serait exposé en grande lumière dans la lettre qu'il envoyait au pape. Le roi Jean dit encore qu'il entendait trouver sa ville de Paris en bon ordre, bon calme et bon travail quand il y rentrerait. Et à présent, messire prévôt, vous pouvez vous en retourner. Longue route pour petite palabre. Étienne Marcel s'en repartit, sa touffe de barbe noire dressée sur le menton, et le roi, dès qu'il eut vu la bannière de Paris s'éloigner entre les saules, manda son secrétaire pour modifier, une fois encore, la lettre au pape. « Tiens, à propos, Brunet Brunet, appelle à mon rideau, Don Calvo. »« Oui, s'il te plaît. » Dictant quelque chose comme et encore, très Saint-Père, j'ai preuve affirmée que monseigneur le roi de Navarre a tenté de soulever contre moi les marchands de Paris en s'abouchant avec leur prévôt qui s'en vint sans ordre vers le pays normand, adjoint d'une si grande compagnie d'hommes d'armes qu'on ne la pouvait point compter, afin d'aider les méchants du parti navarrais à parfaire leur félonie par saisissement de ma personne et de celle du dauphin, mon aîné fils. La chevauchée de Marcel allait d'ailleurs se grossir d'heure en heure dans sa tête, et bientôt elle compterait 500 lances. Et puis, il décida de s'éloigner aussitôt de cet amarrage, et faisant extraire Navarre et Fricamp du château de Pont-de-l'Arche, il commanda aux notonniers de pousser vers les Andelys. Car le roi de Navarre suivait à cheval, d'étape en étape, entouré d'une épaisse escorte de sergents qui le serraient du plus près et avaient ordre de le poignarder s'il cherchait à fuir ou s'il venait à se produire quelque tentative pour le délivrer. Il devait toujours rester à vue du bateau. Le soir, on l'enfermait dans la tour la plus proche. On l'avait enfermé à Elbeuf, on l'avait enfermé à Pont-de-l'Arche, on allait l'enfermer à Château-Gaillard. Oui, à Château-Gaillard, là où sa grand-mère de Bourgogne avait sitôt fini ses jours. Oui, à peu près au même âge. Comment supportait-il tout cela, monseigneur de Navarre? À vrai dire, assez mal. Sans doute à présent s'est-il mieux accoutumé à son état de captif, en tout cas depuis qu'il sait le roi de France lui-même prisonnier du roi d'Angleterre, et que de ce fait il ne craint plus pour sa vie, mais dans les premiers temps... Ah, vous voilà donc, Calvo. Rappelez-moi si, dans l'évangile de dimanche prochain, il y a le mot « lumière » ou quelque autre qui en rappelle l'idée. Oui, 2e dimanche de l'Avent. Ce serait bien surprenant de ne l'y pas trouver. Ou dans l'épître, celle de dimanche dernier, évidemment. Abgiciamus ergo opera tenebrarum et induamur arma lucis. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Mais c'était dimanche dernier. Vous non plus, vous ne l'avez pas en tête. Bon, vous me le direz tout à l'heure. Je vous en sais gré. Un renardeau pris au piège. Tournant tout affolé dans sa cage, les yeux ardents, le museau brouillé, le corps amaigri, et couinant, c'est ainsi qu'il était, notre monseigneur de Navarre. Mais il faut dire qu'on faisait tout pour l'apeurer. Nicolas Braque avait obtenu sursis à l'exécution en disant qu'il fallait que le roi de Navarre se sentît mourir tous les jours. Je n'étais pas tombé dans oreilles sourdes. Non seulement le roi Jean avait commandé qu'il fût précisément reclus dans la chambre où était morte madame Marguerite de Bourgogne, et qu'on le lui fit bien savoir. C'est la chiennerie de sa gueuse de grand-mère qui a produit cette mauvaise race. Il est le rejeton d'une rejetonne de catin, il faut qu'il pense qu'il va finir comme elle. Mais encore, durant les quelques jours qu'il le tint là, il lui fit annoncer maintes fois, et même la nuit, que son trépas était imminent. Charles de Navarre voyait entrer dans son triste séjour le roi des Ribauds, ou bien le buffle, ou quelque autre sergent, qui lui disait « Préparez-vous, monseigneur, le roi a commandé de monter votre échafaud dans la cour du château. Nous viendrons vous chercher bientôt. » Un moment d'après, c'était le sergent l'Allemand qui paraissait et trouvait Navarre le dos collé au mur, haletant et les yeux affolés. Le roi a décidé de surseoir, vous ne serez point exécuté avant demain. Alors Navarre reprenait souffle et allait s'effondrer sur l'escabelle. 1 heure ou 2 passait, puis revenait Périnet le buffle. Le roi ne vous fera point décapiter, monseigneur. Non, il veut que vous soyez pendu. Il fait dresser la potence. Et puis, une fois sonné le salut, c'était le tour du gouverneur du château, Gauthier de Rivaux. Me venez-vous chercher, messire gouverneur? Non, monseigneur, je viens vous porter votre souper. A-t-on dressé la potence? Quelle potence? Non, monseigneur, on n'a point à prêter de potence. Ni d'échafaud? Non, monseigneur, je n'ai rien vu de tel. À 6 reprises, déjà, monseigneur de Navarre avait été décollé, autant de fois pendu ou écartelé à 4 chevaux. Le pire fut peut-être de déposer un soir dans sa chambre un grand sac de chanvre,
en lui disant qu'on l'y enfermerait durant la nuit pour aller le jeter en Seine. Le matin suivant, le roi des Ribauds vint reprendre le sac, le retourna, vit que Monseigneur de Navarre y avait ménagé un trou, et s'en repartit en souriant. Le roi Jean demandait sans cesse nouvelles du prisonnier. Cela lui faisait prendre patience pendant qu'on ajustait la lettre au pape. Le roi de Navarre mangeait-il? Non, il touchait fort peu au repas qu'on lui portait, et son couvert redescendait souvent comme il était monté. Sûrement, il craignait le poison. Alors il maigrit? Bonne chose, bonne chose. Faites que ses mets soient amers et malodorants pour qu'il pense bien qu'on le veut enherber. Dormait-il? Mal. Dans le jour, on le trouvait parfois affalé sur la table, la tête dans les bras, et sursautant comme quelqu'un qu'on tire du sommeil. Mais la nuit, on l'entendait marcher sans trêve, tournant dans la chambre ronde. Comme un renardeau, sire, comme un renardeau. Sans doute redoutait-il qu'on vînt l'étrangler, ainsi qu'on en avait fait de sa grand-mère, dans ce même logis. Certains matins, on devinait qu'il avait pleuré. « Ah bien, disait le roi. Est-ce qu'il vous parle ?» Oh, que certes, il parlait. Il essayait de nouer discours avec ceux qui pénétraient chez lui, et il tentait d'entamer chacun par son point faible. Au roi des Ribauds, il promettait une montagne d'or s'il l'aidait à s'évader, ou seulement consentait à lui passer des lettres à l'extérieur. Au sergent Périnet, il proposait de l'emmener avec lui et de le faire son roi des Ribauds en Évreux et en Navarre, car il avait remarqué que le buffle jalousait l'autre. Auprès du gouverneur de la forteresse, qu'il avait jugé soldat loyal, il plaidait l'innocence et la justice. Je ne sais ce qui me reprochait, car je jure Dieu que je n'ai nourri aucune mauvaise pensée contre le roi, mon cher père, ni rien entrepris pour lui nuire. Il a été abusé sur mon compte par des perfides. On m'a voulu perdre dans son esprit, mais je supporte toute peine qu'il lui plaît de me faire, car je sais bien que cela ne vient point vraiment de lui. Il est maintes choses dont je pourrais utilement l'instruire pour sa sauvegarde, maints services que je lui peux rendre et ne lui rendrai pas s'il me fait périr. Allez vers lui, messire gouverneur, allez lui dire qu'il aurait grand avantage à m'entendre. Et si Dieu veut que je rentre en fortune, soyez assurés que j'aurai soin de la vôtre, car je vois que vous m'êtes compatissant, autant que vous avez de soucis du vrai bien de votre maître. » Tout cela, bien sûr, était rapporté au roi, qui aboyait « Voyez le félon, voyez le traître !» comme si ce n'était pas la règle de tout prisonnier de chercher à apitoyer ses geôliers ou les soudoyer. Peut-être même les sergents insistaient-ils un peu sur les offres du roi de Navarre, afin de se faire assez valoir. Le roi Jean leur jetait une bourse d'or, en reconnaissance de leur loyauté. « Ce soir, vous feindrez que j'ai commandé qu'on réchauffe sa geôle, et vous allumerez de la paille et du bois mouillé en bouchant la cheminée, pour le bien enfumer. » Oui, un renardeau piégé, le petit roi de Navarre. Mais le roi de France, lui, était comme un grand chien furieux tournant autour de la cage, un mâtin barbu, l'échine hérissée, grondant, hurlant, montrant les crocs, grattant la poussière sans pouvoir atteindre sa proie à travers les barreaux. Et cela dura ainsi jusque vers le 20 avril, où parurent aux Andelys 2 chevaliers normands, assez dignement escortés, et qui arboraient à leur pennon les armes de Navarre et d'Évreux. Ils portaient au roi Jean une lettre de Philippe de Navarre, datée de Conches. Fort raide, la lettre. Philippe se disait très courroucé des grands torts et injures causés à son seigneur et frère aîné, que vous avez emmené sans loi, droit ni raison. Mais sachez que vous n'avez nul besoin de penser à son héritage ni au nôtre pour le faire mourir par votre cruauté, car jamais vous n'en tiendrez un pied. De ce jour, nous vous défions, vous et toute votre puissance, et nous vous livrerons guerre mortelle aussi grande que nous pourrons. Si ce ne sont point tout exactement les mots, en tout cas c'est bien le sens. Les choses y étaient marquées avec toute cette dureté, et l'intention du défi y était. Et ce qui rendait la lettre plus roide encore, c'est qu'elle était adressée à Jean de Valois, qui s'écrit roi de France. Les 2 chevaliers saluèrent, et sans plus longue entrevue, tournèrent leurs chevaux, et s'en allèrent comme ils étaient venus. Bien sûr, le roi ne répondit pas à la lettre. Elle était irrecevable, de par sa suscription même, mais la guerre était ouverte. Et l'un des plus grands vassaux ne reconnaissait plus le roi Jean comme souverain légitime, ce qui signifiait qu'il n'allait pas tarder à reconnaître l'Anglais. On s'attendait qu'une si grosse offense mit le roi Jean dans une rage furieuse. Il surprit son monde par le rire qu'il eut, un rire un peu forcé. Son père aussi avait ri, et de meilleur cœur, 20 ans plus tôt, quand l'évêque Burghersh, chancelier d'Angleterre, lui avait porté le défi du jeune Édouard III. Le roi Jean commanda qu'on expédiât la lettre au pape sur le champ, oui, comme elle était. D'avoir été tant de fois remaniée, elle ne faisait pas grand sens et ne prouvait rien du tout.
En même temps, il ordonna de sortir son gendre de la forteresse. Je vais le clore au Louvre. Et laissant le dauphin remonter la Seine sur le grand lin doré, lui-même prit la route au galop pour regagner Paris, où il ne fit rien de bien précieux, cependant que le clan Navarre se rendait fort actif. « Ah, je ne m'étais pas avisé que vous étiez revenu, Don Calvo. Alors, vous avez trouvé ? Dans l'Évangile ?» Jésus leur répondit, « Quoi donc ? Allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Parlez plus fort, Don Calvo, avec ce bruit de chevauché. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Ah oui, oui, j'y suis, Saint-Matthieu. Coeci vident, claudi ambulant, surdi audiunt, mortui resurgunt, etc. Les aveugles voient. Il n'y a pas beaucoup, mais ça me suffira. Il s'agit d'y pouvoir accrocher mon homélie. Vous savez comment je travaille.